Alors, on va parler effectivement de préhistoire, mais préhistoire vue du point de vue de l'histoire des sciences et de l'épistémologie des sciences. Et je vais aborder un certain nombre de thèmes qui, certes, parlent de préhistoire, mais qui sont valables également dans tous les champs scientifiques, en réalité. Enfin, vous allez le voir au fur et à mesure. Donc, on est au mois de septembre. Au mois de septembre, on ne peut que penser à la découverte qui est faite le 8 septembre 1940 de la grotte de Lascaux. Et cette grotte est explorée le 21 septembre 1940 par l'abbé Breuil, que vous voyez à l'image, en compagnie de Léon Laval, qui était instituteur, et de 2 des 4 adolescents qui ont participé à cette découverte, en l'espèce Marcel Ravida et Jacques Marsal. Alors, pourquoi cette image ? Parce que cette image nous parle de préhistoire, mais elle nous parle également des préhistoriens, et que cette image, elle est en noir et blanc. Elle est en noir et blanc, donc évidemment, on a, de manière assez pavlovienne, on a un petit réflexe qui est de dire maintenant, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tout ce qui est en noir et blanc et dans le passé est presque terminé et fini en soi. Le but de mon intervention, c'est de vous montrer que finalement, cette rupture qui se fait à travers nos sens, là, en l'espèce, la vision, n'est pas aussi simple que cela, et qu'il ne faut pas rejeter dans le passé, dans un passé qui serait synonyme d'une espèce d'obscurantisme, l'histoire des sciences en tant que telle. Il faut savoir que c'est quelque chose qui se construit, qui est tout le temps en mouvement, et qu'on participe nous-mêmes à tout cela. Et donc, je compte sur vous dans les années qui viennent pour bondir lorsque vous entendrez quelqu'un vous dire « Oh, mais tout ça, c'est du passé, les idées étaient fausses ». Non, les idées n'étaient pas fausses, c'était les idées d'un temps donné. Voilà. Donc, c'est la trame de mon intervention d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faudra que vous fassiez toujours l'effort de recontextualiser ce que vous entendez. Et c'est facile, c'est un travail quand on parle du passé, mais c'est difficile d'admettre que ce que l'on produit actuellement comme science, c'est une science qui sera elle-même datée dans très peu de temps. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'elle sera fausse ou qu'elle sera plus juste. Non, elle sera de son temps, de son jus. Voilà. Donc, c'est tout ça pour vous dire que ces quelques remarques vont très au-delà du seul champ de la préhistoire. Et d'ailleurs, la préhistoire nous rattrape lorsqu'elle passe à la couleur. Et elle passe à la couleur, si on prend toujours Lascaux, elle passe à la couleur en particulier grâce aux États-Unis. Il y a un magazine mondialement connu qui s'appelait Life, qui en 1947 va publier entre 2 publicités pour de l'alcool ou pour une machine à laver le linge, en couleur, va publier un reportage qui est assez saisissant et qui va nous montrer véritablement Lascaux à travers de la couleur, et va finalement biaiser un peu le regard que l'on va avoir et sur l'art des grottes ornées, mais aussi sur la préhistoire. Quand on discute et que l'on pose une question à l'heure actuelle à pas mal de gens qui vont visiter une exposition de préhistoire, par exemple, qu'on parle un petit peu avec eux, finalement, on se rend compte que la préhistoire qu'ils imaginent est d'abord une préhistoire en couleur, et cette préhistoire qu'ils imaginent est d'abord une préhistoire autour de l'art pariétal. C'est ça qui en fait, les saisit. Pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment qu'il y a une proximité entre ce monde-là et le nôtre. Parce qu'il y a la couleur, qu'il y a des formes qu'on est capable nous-mêmes d'identifier, puis il y a ce terme d'art, et puis ce sentiment que l'on a à l'égard de ces représentations, où on a le sentiment d'être face à des œuvres d'art. Et donc, ça crée une proximité, mais cette proximité est totalement fausse. Elle est totalement fausse. On ne peut être évidemment qu'ému en face de ce type de représentation. On peut être ému de manière très basique par la qualité technique de la réalisation, mais on peut être ému parce qu'il y a un choc qui nous prend aux tripes par cette rencontre. Mais en réalité, on construit quelque chose. Ce sont des œuvres qui ont été réalisées il y a plusieurs milliers d'années par des hommes qui n'ont strictement rien en commun avec nous. Mais absolument rien en commun avec nous. Ils sont peut-être, comme diraient mes collègues paléanthropologues, et là on pourrait parler pendant 3 heures du terme, mais anatomiquement modernes. Ils ressemblent d'un point de vue anatomique, mais leur univers, leur quotidien, leur représentation n'ont strictement rien à voir avec les nôtres. Donc finalement, on se retrouve, nous, avec notre univers mental où il y a notre présent, il y a ce passé très lointain qui vient se nourrir en fait de notre présent, que l'on construit, que l'on contribue à construire et sans aucun doute à déformer, alors que... je ne suis pas dans le bon sens, je vous prie de m'excuser. Et donc, on se retrouve avec une espèce de pêle-mêle dans nos esprits, ce pêle-mêle est le fruit d'un récit, donc d'une construction, d'une histoire, ce qui est fondé certes sur des faits scientifiques, des hypothèses scientifiques, mais qui a gagné finalement le caractère le plus vulgaire, c'est-à-dire notre
quotidien, notre pensée la moins scientifique, c'est-à-dire que ça vient en fait se nourrir éventuellement de nos propres affects, et c'est finalement une théorie, en termes de théorie de la connaissance, on peut dire que chacun a réussi à construire ou construit sa propre vision de la préhistoire, mais également des hommes de la préhistoire. Alors plusieurs éléments entrent en jeu, ils se combinent entre eux pour produire une connaissance qui est une connaissance sensible et personnelle de la préhistoire. Donc c'est d'une part une mise en présence, la préhistoire existe, on considère tous qu'il y a un temps qui précède l'histoire. Alors on pourrait évidemment discuter de ces termes d'histoire et de préhistoire, mais et on sait également que la science produit de la connaissance par rapport à ce temps révolu, qui nous informe. Mais il y a un discours, une médiation qui entraîne finalement l'appropriation de ces données scientifiques par vous, par moi, par nous tous. Ça se fait à travers des articles scientifiques, ça se fait à travers des livres, des images qui sont animées ou non, des dispositifs muséographiques également. Et puis il y a une intériorisation que l'on pratique tous, qui est comment on digère toutes ces informations. On les digère plus ou moins bien. C'est une prise en compte plus ou moins conforme de ces informations par nous, le sujet, c'est-à-dire vous, moi, nous tous, et on produit pour nous une image, une idée de ce que serait la préhistoire, et ça conduit généralement à projeter sur les hommes de la préhistoire nos propres représentations. Donc la préhistoire devient alors quelque chose de tangible, presque de proche. On peut éventuellement s'identifier, et d'ailleurs beaucoup de dispositifs muséographiques jouent autour de cette idée d'immersion, de proximité, concernant en particulier les grottes ornées. Et pourtant tout cela, comme je vous l'ai dit, est très très éloigné de nous. Donc il y a un vrai paradoxe, ça nous semble très proche, alors que c'est tellement différent de nous. Alors, je vais quand même vous emmener dans la préhistoire, je vais essayer, si ça fonctionne, vous emmener à la préhistoire, pour vous montrer que finalement, on peut également garder des liens avec la préhistoire. Voilà, nous ne sommes plus en 2021, nous sommes il y a 400 000 ans. Nous vivons la même expérience qu'un homme d'il y a 400 000 ans. Nous sommes en train de préparer un biface. Ce son est identique. On a presque l'impression d'être à la préhistoire, mais on n'est pas à la préhistoire. On est juste, c'est l'extraction du son d'une vidéo formidable qui a été très très bien réalisée. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que par nos sens, on a l'impression de rattraper cette proximité. Et de fait, on a un son qui est identique, mais là on est dans une expérimentation, dans de l'archéologie expérimentale, on n'est pas du tout en réalité dans de la préhistoire. Donc il faut se méfier également de nos sens, parce que nos sens ne contribuent pas obligatoirement à construire du sens. C'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure avec des images, maintenant je vais vous montrer avec du son. Alors je vous invite, si vous voulez voir la vidéo, parce que la vidéo, le principe même de la vidéo nous éloigne de la préhistoire. Je vous invite vous allez voir sur Internet, vous trouverez très aisément cette vidéo qui a été extraite en fait d'une collection documentaire. Il y a plus de 150 films sur les gestes qui s'appellent les gestes de la préhistoire. Ce sont des objets, des outils fabriqués à la préhistoire. Donc on filme, c'est un film qui est très intéressant d'un point de vue muséographique. On filme en 2 temps cette expérience. Donc il y a un premier temps où on fabrique, on voit juste des mains en train de fabriquer un objet, sans commentaire, juste avec le son, pour jouer sur cette proximité. Et puis, il y a un deuxième temps dans le film où il y a une hypothèse d'explication, et ça, c'est Jean-Michel Geneste qui intervient pour nous dire finalement le biface, à quoi ça servait. Voilà. Donc, on a fait du son, mais on peut se dire aussi que finalement, ce monde de la préhistoire est très présent sous des tas d'espèces différentes dans notre quotidien. Mais c'est une création récente. C'est au milieu du 19e siècle qu'émerge la possibilité d'une préhistoire, c'est-à-dire d'un temps antéhistorique, qui ne soit pas mythologique, mais qui soit d'essence plutôt naturaliste. Et puis c'est au début du XXe siècle que l'on va reconnaître un univers non strictement matériel à cette préhistoire. C'est-à-dire qu'on va considérer que les hommes de la préhistoire ont pu aussi construire un univers dit symbolique. Donc connaissance et reconnaissance de l'humanité de l'homme, système de représentation des préhistoriques, en tant qu'être agissant et pensant, c'est l'une des grandes avancées du début du XXe siècle. Et puis depuis la fin du XXe siècle,
depuis les années 1990, pardon, il y a une rupture. En fait, je vous ai mis ces deux images. En fait, c'est un illustrateur très connu et très utilisé dans les expositions de préhistoire. On le trouve absolument partout. Mais ces deux images, en fait, illustrent la même idée, selon lui, mais dans deux temps différents, en 1998 et en 2013. Vous voyez, ça s'appelle Rencontre, la nouvelle rencontre. Et c'est censé illustrer la rencontre entre un homo sapiens et un homme de Néandertal. Et vous voyez qu'à l'évidence, Benoît Clarisse a été, comment dire, est l'objet de, non pas de pression, mais d'univers assez différents entre 1998 et 2013. Vous voyez que la rencontre ne se fait pas du tout de la même façon. Alors physiquement, les individus ne sont pas tout à fait les mêmes, et vous voyez qu'en 1998, notre néandertalien, bon, bah, il est recouvert de manière pudique par une peau de bête, mais on ne sait pas trop comment il se tient, mais il est plus petit, il regarde son homo sapiens comme, voilà, comme, je sais pas, comme mon chat me regarde le matin avant que je lui donne ses croquettes. Donc il y a une relation, vous voyez, très inégale. Et en 2013, on joue au contraire sur une relation qui se veut égale. Bien sûr, tout cela n'a aucun sens, n'a strictement aucun sens. Cette idée d'égalité ou d'inégalité, c'est une construction de notre 21e siècle. Ça n'a pas de sens du tout. Mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, c'est une licence poétique. C'est un illustrateur, il crée ce qu'il a envie de créer. Il ne diffuse pas une image scientifique, il diffuse une image d'illustration. Mais cette illustration nous dit bien dans quel contexte lui-même évolue, et lui-même doit prendre en compte ce contexte et des mots, des rapports humains différents. Voilà. Donc, quand je vais employer plusieurs fois l'expression de dire que finalement la science est datée, située et incarnée, vous voyez à quel point également, lorsqu'elle veut être restituée sous une autre forme, elle doit prendre en compte un univers qui est celui maintenant du XXIe siècle. Alors, bien évidemment, à aucun moment mon propos n'est de juger, d'émettre un avis. C'est juste un constat. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais l'idée est voilà, de vous amener à vous questionner vous-même sur un certain nombre de représentations au sens mental, mais aussi au sens graphique auquel on est confronté. Donc l'idée n'est pas aujourd'hui de faire une initiation véritablement à l'histoire des sciences, mais quand même d'avoir une approche un peu historienne des sciences. Et ça ne va pas être non plus de viser à l'exhaustivité des faits ou des théories, mais rapidement, on verra deux points concernant les sépultures et concernant l'art pariétal. Donc on va voir en fait comment se construit, se compose un état de la connaissance dans ces tensions. Donc on va faire trois temps, la possibilité d'une préhistoire, on va voir ensuite la phase de cristallisation au milieu du 19e siècle, et puis, comme je vous l'ai dit, deux études de cas très rapides. Le premier problème qu'on en a d'un point de vue épistémologique, c'est la possibilité épistémologique de construire une préhistoire. Alors, Thomas Kuhn, dont vous avez peut-être entendu parler lorsque vous avez eu une demi-journée ou une journée, je ne sais plus trop, d'épistémologie des sciences, Thomas Kuhn nous dit que la science normale n'a jamais pour but de mettre en lumière des phénomènes d'un genre nouveau. Ceux qui ne cadrent pas avec la boîte passent même souvent inaperçus. Les scientifiques n'ont pas non plus pour but, normalement, d'inventer de nouvelles théories, et ils sont souvent intolérants envers celles qu'inventent les autres. Au contraire, la recherche de la science normale est dirigée vers l'articulation des phénomènes et théories que le paradigme fournit déjà. Alors évidemment, ça peut bousculer, mais c'est une position à la fois de scientifique et d'épistémologue. Hein, c'est à la fois sa propre expérience et la théorie que lui-même construit. Donc, c'est-à-dire qu'il nous dit qu'on évolue dans un certain confort. C'est-à-dire que le paradigme, on va dire que c'est un état de la connaissance sur un sujet. C'est quand même assez confortable de continuer à labourer toujours le même champ, dans la même direction. Plus on le laboure, mieux on le laboure finalement. Les sillons sont de plus en plus droits et c'est formidable. Et on peut le faire très bien, on peut devenir un spécialiste du labour, hein, donc, et faire des concours même. Mais le scientifique, voilà, il y a des moments où il faut qu'il aille regarder de l'autre côté de la haie, comment l'autre laboure ou ne laboure pas du tout son champ, et se pose des questions. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce je vous parlais de confort, il y a un vrai confort. Et l'idée n'est pas de tout critiquer, de tout remettre en cause, ainsi de suite. Si je fais tomber mon stylo, il va tomber. Hein, donc je vais pas pouvoir mettre en cause une loi. Hein, mais il faut quand même que je pose des questions. Et c'est difficile. Hein, ça va être un parcours difficile pour vous-même. Hein, vous sortez de licence où on ne vous a pas obligatoirement amené à vous poser des questions. Là, vous rentrez en master, ça va être tout le contraire. On va vous demander de vous poser beaucoup de questions. Et vous entendrez souvent « et alors ?» Et alors? Donc, il faut vous y préparer. Donc, ce que nous dit Kuhn, c'est que finalement, le chercheur n'est pas fondamentalement un innovateur.
Le scientifique se consacre à résoudre des énigmes qui, à son avis, peuvent être formulées et résolues à l'intérieur de la tradition académique. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que finalement, dans mon champ disciplinaire, on résout très bien? Pourquoi est-ce que j'irais voir ailleurs? Pourquoi est-ce que je m'embêterais? Voilà. Donc finalement, il y a un manque d'originalité, ou plutôt une difficulté à s'émanciper d'un cadre de ce qu'on appelle la science normale, et qui conduit petit à petit à restreindre le champ de la recherche. Ce que l'on ne perçoit pas obligatoirement, hein, mais ce qui est un fait. Il y a une concentration des recherches, une tendance, comme je vous l'ai dit, à labourer des domaines en précision, en profondeur, et donc à résoudre des problèmes qu'on aurait difficilement imaginés, qu'on n'aurait pas entrepris de résoudre. Finalement, c'est en épuisant la tradition académique, la science normale, que paradoxalement, l'innovation peut avoir lieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on pédale à vide, qu'il y a un truc, et puis il va y avoir quelqu'un ou quelque chose qui vont amener à dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller de l'autre côté de la haie, jeter un petit coup d'œil, au moins jeter un coup d'œil. Donc ça va se faire. Et la préhistoire va apparaître de cette façon. Les questions qu'elle va poser vont se trouver complètement en dehors de la boîte, en dehors du paradigme. Ce paradigme pourra être l'anatomie comparée, la géologie, la paléontologie. À un moment donné, les questions qui vont être posées vont obliger les chercheurs à être pluridisciplinaires ou développer de nouvelles méthodes ou aller sur d'autres terrains. Et c'est comme ça que la préhistoire va pouvoir créer son espace, petit à petit. Ce que nous dit la philosophe Judith Younger, c'est que la préhistoire, parce que ceux qui vont la porter se retrouvent en dehors de leur communauté scientifique originale, vont devoir créer petit à petit, y compris sur le plan institutionnel, l'espace qui va leur permettre de développer ce nouveau faisceau de science qu'on va appeler, par esprit de simplification, préhistoire. Et finalement, eux-mêmes vont faire émerger des paradigmes. Et cette science, la préhistoire, va devoir, et doit au quotidien, elle-même ne pas être qu'une science normale, être, comme toutes les sciences, oser aller regarder de l'autre côté de la haie. Elle nous dit que la préhistoire doit dégager son emplacement réel, chronologique, ontique, en même temps qu'elle doit gagner sa place conceptuelle et idéologique. Elle doit dégager un emplacement mental qui lui permettra de forcer le terrain institutionnel. Parce qu'une science normale, elle est très confortable également dans ses institutions. Elle a ses cours, son université, sa faculté, son académie, tout ça, tout fonctionne très bien. Ses revues, ses modes de validation des articles, ainsi de suite. Tout va très bien. Et lorsque quelqu'un arrive avec une proposition légèrement différente, c'est même pas une question de rejet, c'est que ça ne rentre pas dans le... C'est une question de pointure pour les chaussures, ça ne rentre pas. Donc il va falloir, si on veut vraiment développer, trouver un emplacement ailleurs. L'innovation y porte sur plusieurs fronts à la fois, et ses enjeux sont démultipliés, en quelque sorte aggravés d'un front à l'autre, d'où une histoire d'engendrement difficile à travers des problématiques successives, dont chacune est aiguë à son tour. A-t-il existé des espèces animales aujourd'hui disparues? Plus tard, l'homme a-t-il été le contemporain des grands animaux disparus? Etc. D'où également le caractère dramatique des refus et des rejets, comme aussi des sauts conceptuels. Car finalement, la science, c'est aussi une affaire d'homme. C'est pas genré, mon expression. C'est une affaire d'homme. C'est-à-dire que c'est une question ce sont des individus, des scientifiques, et que ce rejet de la part de la communauté, c'est aussi quelque chose qui, à titre personnel, peut être très mal vécu. Donc, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la science. Donc, il va falloir, premiers obstacles, mais il y a un autre obstacle. On parle de l'homme, de l'histoire de l'homme, tout ça, de chair, mais il faut qu'émerge aussi ce que Foucault appelle une conscience épistémologique de l'homme. Donc il faut que l'homme ait sa propre conscience. Également, avoir conscience de ce qu'il est, c'est aussi avoir une conscience de la nécessité de s'étudier également comme objet, comme espèce animale parmi d'autres, comme acteur sur un environnement. Et donc, cette conscience épistémologique est liée, en fait, à la définition au XIXe siècle d'un nouveau programme qui est assigné à l'anthropologie. Dans ce cadre, l'homme se trouve interrogé à la fois dans sa réalité biologique, à travers une typologie qui va recouper le terme de race, et on va parler de raciologie, mais ça se jouait également, un petit peu plus tard, sur le domaine de la culture, également. Mais sur le plan de la biologie, au XIXe siècle, les grands sujets sont effectivement polygénisme, monogénisme, mais également dégénérescence. Ce sont les grandes questions que l'on se pose au XIXe siècle. Et donc finalement,
avec la préhistoire et la paléontologie humaine et l'émergence de cette conscience épistémologique, eh bien, on trouve petit à petit la place pour développer de nouvelles questions, et donc ça contribue également à l'émergence de la préhistoire. Et autour des années 1870, l'anthropologie et la préhistoire vont se trouver comme aiguillonnées par la perspective évolutionniste née de l'œuvre de Darwin. Elle se trouve contrainte de dépasser en fait le questionnement usuel sur la nature de l'homme en l'ancrant cette fois dans un passé, et ce passé étant de plus en plus lointain. Et donc on va questionner ce passé dans ses rythmes, c'est-à-dire ses continuités, ses ruptures, mais aussi ses expressions, les ressemblances, les dissemblances. Donc la typologie des êtres humains va évidemment être profondément bouleversée par tout cela. Très vite, cette perspective évolutionniste qui, avec Darwin, est biologique, va empiéter sur le domaine du culturel, et on va voir se mettre en place un évolutionnisme culturel. Le biologique et le culturel se trouvent alors combinés. On parle alors de termes comme civilisation pour évoquer cette marche qui serait à la fois une marche culturelle et, pour les préhistoriens, une marche biologique également. Mais, en étant très concret, il y a un certain nombre d'obstacles qui se posent aux préhistoriens tout de suite. Le premier de ces obstacles, c'est que finalement, le matériel humain auquel il s'intéresse n'est pas neutre. Finalement, c'est quand même la recherche de nos ancêtres réels ou non, mais ça reste quand même des restes humains sur lesquels on va travailler. Donc, il y a quand même une démarche qui est ontologique, c'est l'essence de l'être, finalement, que l'on interroge à travers la préhistoire. Et puis, c'est aussi, tout cela est perturbé par l'image que le préhistorien lui-même, l'anthropologue, se fait de l'homme. Qu'est-ce qu'un homme, finalement ? Qu'est-ce qu'il différencie des autres espèces animales ? Et donc, son propre univers philosophique va évidemment influencer, de manière consciente ou inconsciente, son approche de la question de l'origine de l'homme, obligatoirement. Donc, Gabriel de Mortier, préhistorien sur lequel on va revenir un petit peu plus tard, nous disait déjà dès 1883, si au lieu d'ossements humains il s'agissait d'autres animaux, personne ne les mettrait en doute. Bon, c'est déjà une question qui se pose de manière très précoce, bien évidemment, mais elle se pose d'autant plus que, comme l'avait expliqué Darwin, en réalité, le sous-sol ne va pas nous livrer, c'est pas un musée qui va nous livrer de manière exhaustive toutes les pratiques culturelles de l'homme depuis que l'homme existe et les restes humains depuis que l'homme se sépare de ses ancêtres grands singes. Donc, il y a aussi ce problème qui est finalement, ce que André Leroy-Gourhan, que Serge Huchet évoquait tout à l'heure, résume par la phrase « L'homme préhistorique ne nous a laissé que des messages tronqués ». Ces messages, effectivement, ne nous donnent pas l'intégralité de ce que c'est que la vie d'un homme dans un des temps de la préhistoire, ni de sa relation à l'environnement, ni de la relation avec ses congénères. Donc, ces éléments tronqués se heurte à une grande ambition qui est, comme je vous l'ai dit, de vouloir construire un récit, construire une histoire, mais l'histoire de l'homme, l'histoire des civilisations, l'histoire des cultures. Donc cette ambition est absolument immense. Elle est portée déjà dès le second 19e siècle par des gens comme Taylor en particulier, qui a sa définition canonique de la culture, mais qui finalement nous appelle à étudier l'homme, non pas seulement d'un point de vue biologique, mais également d'un point de vue culturel, et lui contribue à cette liaison entre les deux. Mais si on regarde le processus, si on regarde rapidement le processus de travail du préhistorien sur le terrain, on se rend compte très vite que il y a énormément de hiatus, énormément de lacunes. C'est finalement qu'une accumulation de lacunes. Et il faut trouver des moyens en permanence pour combler ces lacunes, pour pouvoir répondre sans arrêt à de nouvelles questions. Il y a une vie originelle, c'est la vie que nous pouvons nous mener. Mais alors on va imaginer que ce sont des individus de la préhistoire. Et ces individus de la préhistoire expriment entre autres leur vie quotidienne par la fabrication d'outils ou d'objets divers et variés, d'interventions sur leur environnement. Il y a donc une matérialisation de cette vie quotidienne. Tout cela va laisser un certain nombre de vestiges
qui ne vont pas être, si vous avez 100 pièces, vous ne retrouverez pas un nombre équivalent de vestiges pour des tas de raisons, ne serait-ce que parce que ce sont des objets de la vie quotidienne. Et donc, il va y avoir ces vestiges globaux, et ces vestiges globaux doivent nous donner une idée de ce que c'est que la vie à la préhistoire. Mais si on regarde deux familles tout à fait lambda dans leur vie quotidienne, ces deux familles lambda, est-ce que leur vie peut se résumer à un joli service à thé ou à une belle collection de télécommandes? Voilà, non. Leur vie ne se réduit pas à cette forme de matérialité, ne se réduit pas à quelques objets. Leur vie, ce sont d'abord, et c'est pour ça que j'ai choisi deux familles, parce que ce sont aussi des interactions, et que ces interactions ne se fossilisent pas, ne se matérialisent pas toujours, ou quand elles se matérialisent sous la forme d'un petit objet qui a du sens pour l'ensemble du groupe, mais qui n'aura aucun sens pour l'archéologue, en tout cas pas le sens que le groupe lui a attribué. Donc vous voyez, il y a quand même quelques obstacles. L'autre obstacle, ça va être une conservation différentielle, c'est-à-dire que la nature ne va pas favoriser par principe la conservation de la matière organique, mais on peut imaginer également que d'autres objets puissent être dispersés par, je ne sais pas quoi, un fleuve par exemple, déplacés, ne plus être en place, comme diraient mes collègues préhistoriens. Et donc, quoique le en place... Donc, il y a une conservation différentielle. Il va donc quand même rester quelques vestiges, et ces vestiges, en fait, sont ceux que le préhistorien va soumettre à la question. Il va construire une question. Cette question va être, par exemple, l'histoire des premiers peuplements de telle région du globe, ou de telle région de la France, de l'Europe, de ce que vous voulez. Voilà, donc il y a une question, et cette question va interroger, entre autres, ces vestiges conservés. Entre autres, parce qu'évidemment, d'autres éléments vont être pris en considération. Et donc, il y a un acte qui est nécessaire, au-delà du ramassage de surface, du glané, ce que l'on peut retrouver dans les champs, c'est en fait cet acte de fouille, c'est-à-dire un acte conscient, après s'être posé une question, hein, parce que c'est la différence entre la technique et la science. La science se pose d'abord une question et ensuite met en œuvre une méthode. S'il n'y a pas de question avant, voilà, on fait des trous et puis peut-être que par bonheur on trouvera quelque chose. Une fois qu'on a trouvé quelque chose, on se posera une question. Non, ça ne sera pas une démarche très scientifique. Donc là, il y a une question, et cette question va conduire à aller fouiller en particulier dans une zone pour chercher quelque chose, en tout cas des éléments de réponse à une question qui précède cet acte. Et ça va permettre de mettre au jour un certain nombre de vestiges qui sont les vestiges recueillis. Mais vous vous retrouvez face à un tas d'os. Là, on est à Théviec, hein, au large du Morbihan, une sépulture mésolithique, donc mise au jour dans les années 1920. Et donc la question, c'est mais qu'est-ce que c'est que ce tas d'os? Qu'est-ce que c'est? Et mais que s'est-il passé également? Donc c'est comprendre à la fois pourquoi on se retrouve avec ce tas d'os, mais aussi quelle peut être la vie de ce tas d'os, la vie entre guillemets, le passé de ce tas d'os une fois qu'il s'est retrouvé dans un lieu. Est-ce que la nature, la taphonomie, diraient mes collègues, est-ce que ces processus-là ne sont pas à prendre en considération pour essayer de comprendre ce qui s'est passé? Donc il y a tout un ensemble d'événements, de processus qu'il va falloir essayer de mettre au jour et qui sont absolument indispensables pour faire de la science, c'est-à-dire construire un récit. On venait obligé de... La science, c'est quand même construire un récit. Je ne vais pas dire raconter des histoires, je dis construire un récit. Donc il va falloir retrouver tous ces éléments et il va falloir s'appuyer sur ce que les hommes, la nature, ont bien voulu nous laisser, et évidemment tout ce substrat de connaissances qui arme le scientifique lui-même. Et donc tout cela va permettre d'envisager éventuellement reconstitution, interprétation, et donc construction d'un message, c'est-à-dire en fait une médiation qui va se faire soit par la publication d'articles scientifiques, soit par des dispositifs muséographiques, par des films, par énormément de moyens. Et donc pour cette construction a pour objectif de restituer le point de départ, la vie originelle. C'est quand même une sacrée ambition cette affaire, mais voilà, on peut arriver, on peut donner un certain nombre d'informations. Alors, ça m'amuse tellement que je l'ai reprise. Donc ça, c'était un article qui a été publié dans Nature, donc quand même
publication dans Nature, c'est le Graal. Hein. Donc, c'est une très belle publication, très intéressante. Hein. Le problème n'est pas du tout là. C'est une publication qui reprend, vous avez entendu parler de Lucie, qui, en partant d'un certain nombre de stigmates anatomiques sur les ossements de cette petite australopithèque, essaie d'élaborer une explication sur la présence de ces marques pour dire que finalement, Lucie est peut-être tombée d'un arbre et ce qui aurait mis les mains pour amortir la chute, et ce qui expliquerait en fait un certain nombre de traces sur les ossements. Donc c'est une hypothèse, et tout l'article très sérieux vient discuter, accréditer cette hypothèse. Et bon voilà, moi je suis pas paléanthropologue, je suis pas anatomiste, donc je ne sais pas, ou paléopathologiste, je ne sais pas si j'ai pas d'avis personnel. En revanche, le regard que je peux porter là-dessus, c'est finalement, vous savez, maintenant quand on publie des articles dans Nature ou dans des grandes revues comme cela, on publie l'article et on accompagne l'article de toute la documentation qui permettra aux autres scientifiques de reprendre tout le processus, puisque c'est de la science, de reprendre tout le processus, peut-être d'arriver à des conclusions différentes, ou en tout cas peut-être contester, ou en tout cas poser des questions supplémentaires aux auteurs des articles. Et parmi le matériel qui est joint à tout cela, il y a une vidéo. Et franchement, je vous avoue que c'est quelque chose qui m'a un tout petit peu surpris. Voilà. En tant que tel, d'un point de vue scientifique, ça n'apporte strictement rien. Rien du tout. Sauf que les auteurs de l'article sont eux aussi dans leur temps. On est en pleine période de ces fameuses séries où on est passionné par les scènes de crime. Voilà. Et là, on avait la description d'un événement, d'une hypothèse sur... voilà. Et là, on a finalement l'événement en face de nous. On est témoin de la scène. C'est vrai, puisqu'on l'a vu, elle est tombée. Donc, voilà, vous voyez finalement qu'on peut faire de la science, à vouloir trop convaincre, finalement, on est dans un autre registre. C'est intéressant, moi je trouve ça très, d'un point de vue ici, épistémologique, ça, on peut en parler longuement, mais c'est un autre produit. C'est Nature, certes c'est une revue grand public, même si maintenant c'est une revue grand public, mais pour la communauté scientifique, c'est, comme je vous l'ai dit, le Graal pour les publications scientifiques. Mais cette vidéo, pour un paléoanthropologue, n'apporte strictement rien de plus. Hein. Alors je ne cherche pas à être du tout caricatural. Hein. Je répète, l'article est un article qui a vraiment répond à tous les canons de la science et pose de vraies questions, et tout à fait intéressant et vraiment mérite d'être discuté. Je m'arrête juste sur la nécessité qu'ils ont ressentie à un moment donné de l'accompagner de cette vidéo. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, la science, qu'on le veuille ou non, elle est dans son siècle, hein, elle est datée, située, incarnée. Les historiens, on aime bien regarder ça en prenant un peu de recul, et Lucien Febvre lui-même disait la même chose. En fait, il nous dit que, comme pour tous les fruits de l'esprit, il n'existe pas de pensée archéologique, si pure soit-elle et si désintéressée, que ne colore dans sa masse l'atmosphère d'une époque. Voilà. Il y a cette influence de l'époque, c'est ni bien ni mal, hein, c'est un fait. L'autre question aussi que l'on observe en tant qu'historien, c'est que finalement, la préhistoire, elle était là, il y avait tout, mais il manquait finalement les interrogateurs. Il manquait ceux qui avaient osé regarder de l'autre côté de la haie. Il manquait ces gens-là, il manquait ceux qui étaient capables de poser la question de « mais ces pierres taillées, on en a toujours trouvé, ces pierres dans les champs, mais qu'est-ce que c'est? Ça a quel âge? Ça servait à quoi? Ça vient d'où ?» Voilà. Il manque ceux qui, pour des objets qui étaient presque tout à fait banals, qui étaient du quotidien des agriculteurs, bien en particulier, finalement, il faut quelqu'un pour poser cette question. Et la préhistoire ne va émerger qu'à partir du moment où il y aura ces personnes. Il y aura entre autres Jacques Boucher de Perthes. Et puis il y a un, sur lequel on va revenir rapidement, et on doit aussi accepter qu'à partir du moment où on pose de multiples questions, eh bien, la préhistoire va se trouver comme interstitielle, c'est-à-dire qu'elle pose des questions qui concernent les sciences humaines, le terme qu'on emploie maintenant, mais aussi les sciences naturelles. Elle va donc mobiliser des outils, des questions, des matériaux issus de ces deux univers tout à fait, en apparence, dissemblables. Donc c'est aussi un des problèmes de la préhistoire. Et puis, je vous ai mis qu'elle était totalisante, parce que... elle n'a pas de limite, en réalité, cette préhistoire.
Les limites, c'est, comme le disait Judith Schlanger, commencer à renoncer, c'est-à-dire accepter que ce soit circonscrit. Et finalement, cette préhistoire, comme elle mobilise des sciences naturelles, des sciences humaines, elle n'a pas vraiment, il n'y a pas de raison qu'elle n'utilise pas de nouveaux outils en permanence chez les sociologues, les ethnologues, enfin, des mathématiques, des modèles mathématiques. Elle peut utiliser de la physique, n'est-ce pas, Jean-Jacques? Elle peut, voilà, elle braconne surtout dans tous les champs disciplinaires. Donc c'est ce qui la rend aussi difficile à cerner, mais aussi tout à fait passionnante, mais parce que la question fondamentale, c'est quand même, comme je vous l'ai montré, parler d'individus avec lesquels on n'a strictement rien en commun, mais voilà, on essaie de faire émerger quand même un certain nombre d'éléments de connaissances. Donc si on essaie de périodiser rapidement l'histoire de la préhistoire, on va dire qu'il y a d'abord un débat sur l'ancienneté de l'homme, sur son origine, mais depuis quand l'homme date-t-il? Si cette question à l'heure actuelle n'a pas de sens, elle a du sens fin 18e, début 19e siècle. Il y a un vrai débat, et ce débat est posé par deux traditions académiques différentes. Je reprends le terme spécifiquement de Thomas Kuhn, c'est-à-dire du côté de ce qu'on appellerait maintenant les sciences humaines, ça va être les archéologues, les historiens, qui eux vont chercher des indices dans les écrits, en particulier, sous toutes les formes, hein, que ce soit des textes ou des mythes ou des gravures éventuellement. Et puis il y a une autre tradition académique qui se pose la question de l'origine de l'homme, ce sont les sciences naturelles, parce que les sciences naturelles ont contribué... Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de Buffon, de Cuvier. Enfin, Buffon participe à définir un âge de plus en plus ancien à la Terre, mais Cuvier participe à définir un âge de plus ancien aux espèces animales. Et donc, il y avait un moment où les naturalistes se disent, mais et l'homme dans tout ça? Donc, ces deux traditions, finalement, vont se rejoindre en 1859 autour de cette même question de l'origine de l'homme. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la décennie 1860-1870, plutôt vers la fin des années 1860, se développe la perspective évolutionniste. Et au début du XXe siècle, il y a une rupture, et une rupture avec l'ensemble des éléments sur lesquels la préhistoire a pu se construire dans le dernier tiers du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on va introduire une complexité, on va introduire de plus en plus de sciences humaines dans tout cela, poser énormément de questions et surtout reconnaître une bonne partie des activités dites symboliques des hommes de la préhistoire. L'acquisition du principe de haute antiquité de l'homme se fait à plusieurs endroits. De manière arbitraire, j'en ai choisi un certain nombre. Aurignac, dont je vais parler, Brixham, Abbeville et Amiens, dont on va parler également. À Abbeville, c'est Jacques Boucher de Perthes, donc vous avez sa pierre tombale au musée lapsus révélateur. On apprend plein de choses dans les cimetières. Au cimetière d'Abbeville, et d'ailleurs il est tourné vers la vallée, il ne regarde pas la vallée, mais il est tourné en direction de la vallée, qui, à partir des années 1840, va poser cette question de l'origine de l'homme, mais de manière assez particulière, parce que lui a un univers philosophique particulièrement riche, et il croit à la métempsychose, et donc pour lui, l'homme a dû exister il y a très longtemps, et il est le fruit de il y a eu des réincarnations successives, et donc il a besoin qu'un homme existe il y a très longtemps. Donc il va le chercher, cet homme, et il nous dit que voulons-nous démontrer? L'ancienneté de la population du sol, donc l'ancienneté de l'homme. Sur quoi établissons-nous notre démonstration? Sur l'antiquité des objets qu'on y trouve. À quoi mesurons-nous cette antiquité? À la matière, à l'œuvre, et surtout à la position subterranée de ces objets, c'est-à-dire la profondeur des objets dans le terrain. Donc, il va essayer de faire reconnaître tout cela. Ça va prendre un certain temps. Il faut dire que d'un point de vue scientifique, il n'est pas très bon. Il n'est pas du tout naturaliste et il n'est pas non plus très bon archéologue. Mais c'est même pas un jeu d'intuition. C'est-à-dire que comme il est à la recherche d'une chimère philosophique, eh bien, il va contribuer finalement à l'émergence de ce champ qui est la préhistoire, presque à l'insu de son plein gré. Mais une fois que tout ça sera reconnu, il revendiquera évidemment la paternité de l'ensemble du dispositif.
Et ça va se faire en fait in situ, dans une carrière à Saint-Acheul, à Amiens, donc c'est un quartier d'Amiens. Ça va être tout de suite reconnu par l'ensemble de la communauté scientifique, et en particulier par Charles Lyell, qui est un très grand géologue britannique, qui va faire une conférence en septembre 1859 à Aberdeen pour dire sa conversion au principe de haute antiquité de l'homme, c'est-à-dire qu'il existait un homme en même temps que des espèces animales aujourd'hui disparues, que ces hommes ont fabriqué des outils, que ces outils étaient en pierre, et que c'est la présence de ces outils en pierre dans des couches profondes de la vallée de la Somme ou de la vallée de la Tamise qui est en association avec des restes d'animaux fossiles. Ce sont ces éléments-là qui permettent d'accréditer l'idée que l'homme a vécu il y a très longtemps. Voilà. Si vous retournez à Amiens, ou si vous habitez à Amiens, vous pouvez aller au jardin archéologique de Saint-Acheul et vous serez face à cette coupe. Il n'y aura pas les mêmes individus, mais vous pourrez dire, j'en ai entendu parler, j'y suis allé. Aurignac, 1860-1861, là c'est la découverte fortuite de restes humains dans un petit abri sous roche, et un paléontologue, Édouard Larté, qui va s'intéresser à la question et qui va aller fouiller sur place, et qui sur place va mettre au jour des restes d'animaux, mais aussi des objets qui ont été façonnés, des objets en pierre, mais aussi en os, et je crois même en ivoire. Et il va construire finalement une idée de l'homme de la préhistoire qui est très globale et qui finalement n'est pas si éloignée de celle que la préhistoire construit actuellement, puisque il n'a pas de tabou, et d'ailleurs tout est à découvrir, hein, tout est à établir, et il va considérer que cet homme bien fabriquait des objets sur tous les matériaux possibles, que ces objets avaient une valeur, avaient une fonction très prosaïque pour couper, percer, trancher, voilà, mais que certains objets avaient peut-être une autre valeur, une valeur peut-être symbolique, et à tel point qu'il considère même qu'on est face à une sépulture. Considère qu'il y a eu un soin qui a été apporté à des morts, et que, en brodant un peu, il va nous inventer une histoire qui est qu'il y avait des morts qui ont été mis dans cet abri. Un peu comme le tombeau du Christ, on a roulé une pierre pour sceller l'abri, et on a organisé des repas en face de cet abri, et que les restes d'animaux sont finalement les restes des repas, ces repas étant là pour honorer la mémoire des morts et se raconter leur chasse, leur quotidien, et ainsi de suite. En fait, comme la pierre en moins, ce que l'on fait tous lorsqu'un proche décède. Donc il y a là aussi peut-être une imprégnation, une idée de son temps qui joue dans sa reconstitution du site. Et finalement, cette reconstitution va, c'est assez réflexif cette affaire, puisqu'elle va passer dans la vulgarisation scientifique, en particulier dans les œuvres de Louis Figuier, qui est un grand vulgarisateur. Je n'ai pas dit un bon vulgarisateur, mais j'ai dit un grand vulgarisateur, dont les livres ont été édités, en particulier l'Homme primitif, je ne sais plus trop, 7 ou 8 éditions successives pendant presque 30 ans. C'était typiquement l'ouvrage que l'on remettait dans les écoles aux bons élèves lors de la remise des prix. On a un peu tout perdu, je ne sais pas si on a encore les bons élèves, mais je crois qu'on n'a plus les remises des prix dans les écoles. Mais on a dans Louis Figuier cette représentation d'Aurignac. On a le mort, la famille, tout ça qui l'honore. Et vous voyez finalement entre deux éditions, une de 1870, une autre de 1882, on a le même groupe, mais parce qu'à ce moment-là, il y a une théorie dite théorie mongoloïde qui circule, et que ce serait la région, la Haute-Garonne, hein, en l'espèce Aurignac, aurait été peuplée à ce moment-là par des populations venues de Laponie. Eh bien, on va tout de suite leur mettre des habits très différents, et bon, on ne va pas zoomer, mais vous me ferez confiance, le visage a complètement changé. Ils ont un visage qui est censé prendre en considération tout cela. Donc vous voyez, il y a un aller-retour entre la construction de la science et la diffusion sous des formes très variées. En tant que tel, on n'a pas besoin de restes humains, hein. On s'en fiche totalement pour savoir que la préhistoire existe. Parce qu'à partir du moment, et ça c'est Édouard Larté qui le dit, à partir du moment où on a trouvé des outils, à partir du moment où on a trouvé sur les restes d'animaux des traces de découpe, et que ces découpes ont pu être faites par les outils, que tout ça est en association, ça veut dire que l'homme a existé. On a certes des preuves indirectes, mais on a la preuve indirecte que l'homme a existé en même temps que ces animaux et qu'il a agi sur eux, ne serait-ce que pour pouvoir les manger, les découper, les préparer. Donc la préhistoire existe, l'homme a existé à l'automne de la préhistoire. Les restes humains, c'est un petit plus, mais ça ne va pas nous apporter d'informations en tant que telles, selon Édouard Larté.
Parce que pour Édouard Lartet, comme pour ses contemporains, la quasi-totalité de ses contemporains, l'homme en tant que tel, d'un point de vue anatomique, pourquoi est-ce qu'il serait différent de nous? Il n'y a pas de raison qu'il soit différent de nous. Alors on peut considérer ça d'un point de vue philosophique ou religieux, considérer qu'il y a un acte de création et que l'homme est créé en tant que tel, enfin on va dire homo sapiens, très bien, mais ça peut être aussi que la science en tant que telle n'a pas apporté, on est quand même au balbutiement de la diffusion de la théorie darwinienne de l'évolution, et sachant qu'en France, en fait, on la transforme tout de suite, on la comprend pas du tout en tout cas, c'est beaucoup plus simple, eh bien on n'imagine pas qu'il y a une évolution aussi au sein de l'espèce humaine. Donc, finalement, les restes humains, si c'est pour trouver mon voisin sous une forme de squelette associé au reste d'un hippopotame, bon, ça ne m'apportera pas grand-chose. Je caricature à peine. Donc, on va malgré tout faire des découvertes de restes humains. Et les découvertes de restes humains que l'on va faire dans les années 1860, 1870, vont finalement accréditer cette idée, puisque les restes humains qu'on va découvrir sont des individus qui, d'un point de vue anatomique, n'ont pas vraiment de différence avec nous. Ils sont en gros dans la variabilité. Mais ils ne sont pas physiquement très différents de nous. On a certes découvert Néandertal en 1856, mais on va le rentrer dans le registre des hommes fossiles qu'en 1862, et on va l'étudier que dans les années 1864-65. Donc on l'intègre pas vraiment. C'est a posteriori que nous, on l'utilise. Mais en réalité, dans les années qui nous intéressent, l'essentiel des découvertes, et elles sont nombreuses, je vous en ai mis quelques-unes, ce sont essentiellement des restes d'Homo sapiens, on va dire. Donc, en fait, les points de rupture vont être dans la construction de l'image que l'on va se faire des hommes de la préhistoire. Et de ce point de vue-là, un homme va être absolument décisif, c'est Gabriel de Mortillet, dont vous avez l'image ici. Gabriel de Mortillet, il est né en 1821 et fin novembre, nous organisons au Musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye un colloque pour, non pas mémoriel, mais un colloque pour interroger la construction de la préhistoire par Mortillet et la construction de la préhistoire dans son temps. Et sur des questions de pratiques symboliques, j'ai insisté plusieurs fois là-dessus, sur la question de l'art en particulier, il va avoir des positions très tranchées. Il va nous dire que finalement, l'art pratiqué... Alors l'art, comme l'a expliqué tout à l'heure Serge Bahuchet, l'art c'est au sens d'objet, on va dire, de savoir-faire, d'objets manufacturés. Donc pas une pratique artistique justement. Cet art, voilà, fabriquer un outil, sculpter une petite Vénus, tout ça est très sympathique. Mais pour Mortillet, c'est ce qu'il appelle un art naïf. Une collègue appelle ça un art ludique, c'est-à-dire en fait c'est une population qui vit dans l'abondance et qui, pour occuper les longues soirées, va finalement prendre un objet puis va commencer à le sculpter. Il n'y a pas d'objectif en soi, c'est juste un savoir-faire que l'on exprime à travers cet objet. Et Gabriel de Mortillet va contribuer à la diffusion de cette idée, parce que pour lui, il commet une erreur fondamentale, il associe évolution et progrès. L'évolution n'est pas synonyme de progrès. D'ailleurs, si vous avez 5 minutes, vous m'expliquerez ce que c'est que le progrès. Mais c'est l'idée qu'on partirait de quelque chose de frustre pour quelque chose de très élaboré. Donc de quelque chose de très simple pour finir par l'électricité de la machine à vapeur, en gros. Mais c'est valable d'un point de vue culturel, donc des pratiques, fabriquer des objets, mais c'est valable également d'un point de vue biologique pour Mortillet. Donc on partirait d'un homme très proche de l'animal pour finir avec un homme particulièrement développé, conservateur du musée des Antiquités nationales, par exemple. Donc c'est une vision intéressante, mais qui mérite quand même d'être interrogée. Mais il construit toute sa préhistoire autour de cette idée de progrès. Et donc il va organiser les industries, donc les objets qui sont fabriqués, selon une chronologie qui serait du plus simple au plus élaboré, d'une matière unique qui serait la pierre vers un temps beaucoup plus proche de nous qui serait le moment où on utiliserait de multiples supports, du bois, d'animaux, de l'ivoire, de la pierre en même temps, comme à Aurignac. Et donc il va construire des civilisations, des cultures qui vont se succéder dans le temps. Il va construire tout cela sur une base archéologique, c'est en partant des objets. Et pour lui, l'art, en tant que tel, la pratique artistique, ne peut émerger qu'à la toute fin de la préhistoire. Ce n'est pas quelque chose qui serait le propre de l'homme, mais quelque chose qui arriverait à la fin d'une évolution. Ah, bon, on va aller très vite, vous allez voir. Et donc, ça l'amène également à considérer que,
contrairement à ce que l'Arte nous disait, il n'y a pas de religiosité chez l'homme de la préhistoire. Il n'est pas possible pour lui d'avoir un sentiment quelconque à l'égard de ses morts, parce que ce serait croire à une forme d'au-delà, de permanence de quelque chose, enfin je ne sais pas, tout ce qu'on peut imaginer comme condition. Et donc il le refuse profondément. La question de l'art est importante au XIXe siècle parce que, comme vous le savez, l'art pénètre dans l'intérieur bourgeois, l'art est un objet de scandale. L'art pénètre dans l'intérieur bourgeois à la fois sous la forme de peinture. Il est de bon ton d'avoir des murs ornés, mais il y a aussi ce qu'on appelle la biblotisation de l'art, c'est-à-dire l'entrée des bibelots dans le quotidien, dans l'intérieur, tous ces petits objets. Et finalement, ces petits objets de la préhistoire, est-ce que ce ne seraient pas les bibelots de nos hommes de la préhistoire? C'est aussi ça que développe Mortillier, c'est-à-dire une espèce de condescendance à l'égard de ces objets. Ce sont des objets, voilà, on peut y attacher un petit... Enfin, ça n'a aucun intérêt, quoi. C'est une petite bout de machin, de statue, je ne sais pas quoi. Ils avaient ça, c'était leur univers. Mais ça ne veut rien dire en tant que tel sur ces hommes de la préhistoire. Ce sont juste l'expression de savoir-faire. Et en fait, cette présence de l'art dans le quotidien de l'homme du XIXe siècle, en particulier de la peinture, est importante parce que c'est, comme il est objet de scandale, il apparaît dans tous les écrits de ceux qui essaient d'écrire une évolution de l'art comme le stade ultime de l'art. La peinture serait l'acmé des pratiques artistiques, et donc il n'est pas envisageable qu'un homme de la préhistoire ait pu graver ou orner les parois de ce que l'on peut, à l'époque, considérer comme l'habitation des hommes de la préhistoire, c'est-à-dire les cavernes. Or, on va découvrir dans plusieurs de ces cavernes, et nous fêtons actuellement un anniversaire important, puisque c'est le 8 septembre que les peintures et gravures des Combarelles ont été découvertes, et le 12 septembre que celles de Font-de-Gaume ont été découvertes. 8 septembre, 12 septembre 1901, nous sommes en 2021, donc un contre rond, 120 ans. Mais il y a tout un ensemble de peintures qui ont été découvertes. Il y a la découverte d'Altamira, en 1879, c'est un lieu assez prodigieux avec des représentations qui ne peuvent qu'émouvoir celui qui est en contact, qui les voit, qui les découvre. Et donc pendant 3 ans, l'inventeur des lieux, aidé d'un paléontologue espagnol, Altamira c'est près de Santander en Espagne, va essayer de faire reconnaître tout cela par la communauté préhistorienne. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la préhistoire elle-même, elle est rentrée dans ses propres paradigmes, elle est devenue elle aussi une science normale. Et tout ça est beaucoup trop nouveau, ça ne rentre pas dans les schémas, j'allais dire évolutionnistes, enfin l'idée de progrès qui porte la préhistoire. Et donc comme c'est très différent, ça pose trop de questions, eh bien on le rejette. On va le rejeter même physiquement, puisque ceux qui vont vouloir défendre l'art pariétal n'auront pas le droit de s'exprimer dans les congrès internationaux. Et lorsqu'ils vont dire « venez, on organise une visite », on ne va même pas répondre à l'invitation. Donc, vous voyez, ce côté rejet peut également, d'un point de vue humain, être terriblement ressenti. Bon, on va passer très rapidement. Je voulais juste vous montrer également, toujours avec Figuier et l'homme primitif, que cet aller-retour, on va le constater également sur la question de l'art. En 1870, dans l'homme primitif, il publie cette gravure, « Les précurseurs de Raphaël et de Michel-Ange, ou la naissance des arts du dessin et de la sculpture à l'époque du Rennes ». Donc vous voyez, là, en fait, c'est une image très... On est aux Beaux-Arts, à l'école des Beaux-Arts, on est dans un atelier, c'est très académique, tout ça, les positions, tout ça. Il manque juste le modèle à côté, mais voilà, quelque chose de très banal. Et donc... Là, en dessous, c'est ce que je viens de vous lire, les précurseurs de Raphaël. Et lorsque, en 1882, il republie la nouvelle édition, une nouvelle édition, c'est toujours les précurseurs de Raphaël et de Michel-Ange, ou les artistes à l'époque du Rennes. Alors, l'époque du Rennes, c'est, on va dire, le paléolithique supérieur, on va dire que c'est la fin du paléolithique. Mais vous voyez, on n'est pas du tout dans la même situation. Là, ils fabriquent toujours des objets, ils sont toujours en train de faire des petits dessins, des petites gravures sur une plaquette. Mais là, on est dans le quotidien, on n'est plus dans l'atelier de l'artiste. On est dans cette banalité que je décrivais tout à l'heure. Ils sont en train de fabriquer des bibelots, non pas des œuvres d'art. En revanche, l'image de 1870, elle est toujours présente dans l'édition de 1882, mais avec une autre légende. Ce sont les arts du dessin et de la sculpture à l'époque du bronze.
C'est-à-dire qu'on a réutilisé la même image pour finalement la déplacer de manière assez singulière dans le temps, pour la rapprocher au plus près de nous, c'est-à-dire vraiment une période qui n'est pas la période des âges farouches, comme dirait l'autre. C'est plus le paléolithique, on est vraiment dans quelque chose qui nous est beaucoup plus proche. Voilà. Alors, pour rester dans les 4 minutes, que j'ai sans aucun doute dépassé de 4 minutes, je voudrais finir sur la conclusion pour faire un petit peu la voiture balai. C'est-à-dire que la rencontre entre la préhistoire et les scientifiques est quelque chose de construit. C'est construit parce que c'est une démarche scientifique, mais c'est construit aussi parce que ça correspond à l'univers dans lequel tout ça fonctionne, l'univers qui est celui des préhistoriens. Les premiers temps des sciences préhistoriques, c'est-à-dire dans la seconde moitié du 19e siècle, favorisent ce qu'une historienne, Nathalie Richard, a appelé le paradigme de la simplicité. C'est-à-dire une histoire de l'homme qui est fondée sur un évolutionnisme simple, strictement linéaire et régulier dans ses rythmes. Et cet évolutionnisme étant envisagé tant d'un point de vue biologique que culturel. Or, les questionnements qui vont se faire jour sur l'art paléolithique et sur les sépultures se heurtent à cette vision élémentaire de l'évolution humaine qui, par son caractère exclusif, obère bien des éléments de complexité. Ce qui est en jeu, c'est la capacité de l'homme du paléolithique à jouir de représentation mentale, c'est-à-dire lui accorder la capacité à avoir ce type de représentation mentale. Mais c'est aussi tout autant, comme je viens de vous le dire, la capacité des préhistoriens à concéder cela aux préhistoriques, c'est-à-dire leur concéder un univers immatériel, c'est-à-dire finalement augmenter la proximité entre eux et nous, et se dire que finalement ce qui fait l'homme, c'est peut-être autre chose que des productions matérielles. Ce sont aussi des productions matérielles, mais pas seulement. Et les débats autour des sépultures paléolithiques, tout comme la reconnaissance de l'art pariétal, expriment justement cette tension qui existe entre ce que l'on constate, ce que l'on en déduit et ce que l'on construit. Il y a un discours scientifique, donc au-delà de la préhistoire, je crois qu'il faut retenir un certain nombre de choses. D'une part, c'est qu'un discours scientifique correspond à un état de la connaissance scientifique à une époque donnée. Mais le discours scientifique correspond aussi à un cadre d'exercice, tant d'un point de vue sociologique, institutionnel, juridique, politique, etc. C'est-à-dire que, comme Serge vous l'a dit tout à l'heure, avoir de l'argent pour ouvrir un musée, c'est très bien, mais avoir de l'argent également pour le faire fonctionner, c'est important. Donc, le passé et l'avenir d'un musée sont conditionnés par des éléments qui peuvent être... le directeur du musée de l'Homme en parlerait beaucoup mieux que moi, qui peuvent être d'une banalité folle, qui est juste de pouvoir payer des factures. Donc, et d'avoir le personnel pour accueillir les visiteurs. Et puis, il y a, au-delà de ça, tout un substrat intellectuel. Et ce substrat sont des idées, des théories, des concepts qui sont dominants dans la communauté scientifique, mais qui peuvent être aussi dans la société. Et tout ça est à prendre en considération. Alors, je ne veux pas dire non plus que c'est ce cadre, ce sont ces éléments externes qui conditionnent totalement la production scientifique. Non. Ça participe à des degrés divers. Il ne faut pas l'oublier. Mais à titre personnel, je ne considère pas que ce sont ces cadres qui orientent totalement les problématiques, les méthodes et donc les résultats. Donc il faut accepter de reprendre le long détour des faits, pour citer du Leroy-Gourhan, tirer le fil pour voir comment tout ça s'est fait. C'est ce qu'un scientifique fait au quotidien lorsqu'il lit l'article, par exemple, que je vous présentais tout à l'heure sur Lucie. Il va lire l'article et il va utiliser tous les matériaux qui sont dans l'article pour les confronter à ses propres connaissances et puis reprendre éventuellement la démonstration pour la contester ou au contraire se l'approprier. Voilà, c'est ça la science, c'est ça qui est important. Je vous remercie.